Nous sommes au début des années 2000. Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 à New York, George W. Bush et son gouvernement lancent une campagne contre le terrorisme international et tous les États qui soutiennent ce dernier. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Sur cette liste de pays figure l'Irak, dirigé par Saddam Hussein, accusé par l'Occident d'entretenir des relations avec l'organisation d'Al-Qaïda, et surtout, d'avoir en main des armes de destruction massive. Alors en mars 2003, sans aucun mandat explicite de l'Organisation des Nations Unies, une coalition de 49 États, dirigée par les États-Unis, envoie des troupes en Irak, malgré le veto du gouvernement français. Personne ne peut affirmer non plus qu'il pourrait déboucher sur un monde plus sûr, plus juste et plus stable, car la guerre est toujours la sanction d'un échec. Les bombardements commencent, Bagdad est pris en quelques jours, le chef d'État irakien prend la fuite et le 1er mai, George W. Bush indique la fin des combats et la mise en place d'un gouvernement de transition. Mais malgré cela, pendant des années, le pays s'enfonce dans la violence et les différents conflits entre les milices, la présence américaine et les groupes terroristes toujours sur le territoire. Le sport au milieu de tout ça est totalement mis de côté et le football irakien tente comme il peut de s'en sortir, bien que libéré de la pression d'Uday Hussein, l'un des fils de Saddam, chassé de la présidence de la fédération après l'invasion américaine. Le stade d'Al-Shab, l'antre de la sélection, est partiellement détruit durant les bombardements et les joueurs doivent souvent jouer en Jordanie. Pendant que le pays se déchire, le football, lui, tente déjà de se reconstruire. Cette vidéo est inspirée d'un extrait du livre de Romain Molina, The Beautiful Game, qui revient plus longuement sur l'histoire de la sélection irakienne au cours de cette période. Pour ceux qui seraient intéressés pour lire le livre, je vous mets le lien dans la description. La résilience, la capacité à retrouver un état d'équilibre après un événement exceptionnel. En août 2004, lors des Jeux Olympiques d'Athènes, l'Irak, en plein chaos quelques mois seulement après l'invasion de la coalition américano-britannique, va poser son nom à côté de la définition, en guise d'illustration. L'équipe attaque la compétition avec un seul maillot par joueur et sans repère, le sélectionneur allemand Bernd Stenge ayant décidé de quitter ses fonctions quelques mois plus tôt, ayant eu peur pour sa vie. Décimé mais poussé par la diaspora irakienne présente sur place, l'équipe affronte lors de son premier match le Portugal, du tout jeune Cristiano Ronaldo. L'Irak l'emporte 4-2, un miracle, avant d'enchaîner par une victoire contre le Costa Rica et un match nul contre le Maroc, pour terminer premier de sa poule. Dans un pays où le football est partout, mais l'électricité nulle part, les supporters essaient tant bien que mal de suivre le parcours de leur équipe dans la plus prestigieuse des compétitions sportives du monde. Les joueurs, surnommés les Lions de Mésopotamie, éliminent ensuite l'Australie en quart 1-0 avant d'échouer en demi contre le Paraguay puis contre l'Italie lors du match pour la médaille de bronze. Les joueurs semblent libérés du poids d'Uday Hussein, longtemps président de la fédération, et dont les pratiques de torture et d'emprisonnement auprès des sportifs irakiens n'avaient plus de secret pour personne. Les JO, ce n'est évidemment pas la Coupe du Monde, mais l'Irak est fier déjà du parcours de sa sélection, un rayon de soleil au milieu du chaos et de la guerre civile qui prend forme dans le pays. En 2006, 3 ans après le début de l'occupation américaine, le conflit s'intensifie entre les chiites et les sunnites après plusieurs attentats en Irak, alors que la situation semblait s'apaiser lors des mois précédents. Les États-Unis, pour reprendre les mots du président, voulaient promouvoir la paix et la liberté dans la région, mais la réalité est tout autre. L'intervention militaire américaine, soutenue principalement par les Britanniques, n'a apporté aucune stabilité politique et n'a fait que diviser le pays. On assiste donc à un déplacement constant de la population selon les zones de guerre et un durcissement identitaire de chacune des communautés du pays. La violence est partout et le conflit aurait fait au total plus de 100 000 morts, dont une grande majorité de civils, un chiffre sûrement sous-évalué et remis en cause par un grand nombre d'associations et d'ONG. La situation est donc probablement pire qu'en 2004 pour la fédération irakienne, au moment de préparer la Coupe d'Asie 2007 ayant lieu dans 4 pays de l'Asie du Sud-Est. Dans le cadre de cette compétition, l'Irak joue tous ses matchs de qualification aux Émirats Arabes Unis, lieu choisi comme nouveau camp de base de la sélection, le contexte politique empêchant toute rencontre,
ou même le moindre entraînement, de se disputer à Bagdad. L'équipe se qualifie première de son groupe de qualification devant la Chine, Singapour et la Palestine. Autour de son capitaine Younis Mahmoud, 24 ans seulement à l'époque et aujourd'hui recordman du nombre de sélections avec l'Irak, les Lions de Mésopotamie se structurent dans l'espoir de réaliser un beau parcours et offrir quelques minutes de bonheur au peuple irakien. Moins de 2 mois avant le début de la compétition, en mai 2007, Jorvan Vieira est nommé sélectionneur avec pour mission de rassembler et d'unir autour d'un projet commun. Hi, I'm Jorvan Vieira, coach of Iraq national team. You're watching Football Asia. Après être passé par le Maroc, le Koweït ou l'Arabie Saoudite, l'entraîneur prend vite conscience de l'importance du football pour les joueurs, l'un des rares vecteurs d'unité d'un pays en pleine guerre. Le sélectionneur signe pour 2 mois le temps de la compétition et à carte blanche de la part de la fédération. L'objectif est clair, aller le plus loin possible et redorer le blason irakien. Car depuis 1986 c'est le mondial au Mexique, première et seule participation à la Coupe du Monde pour le pays. Le football irakien patine et a dû renoncer à plusieurs compétitions, dues aux différents conflits dans le pays, notamment la guerre du Golfe au début des années 90. En juillet 2007 donc, la 14e édition de la Coupe d'Asie des Nations débute. Dans le groupe A s'affrontent l'Irak, l'Australie, la Thaïlande et le Sultanat d'Oman. Tous organisés à Bangkok pour éviter les longs déplacements, les matchs se sont serrés et l'Irak commence par un match nul décevant contre la Thaïlande qui joue ce match quasiment à domicile. Vient une victoire 3-1 contre l'Australie, pourtant bien mieux placée au classement FIFA, puis un match nul 0-0 contre le Sultanat d'Oman. L'Irak termine premier du groupe et se laisse le droit de rêver pour la suite de la compétition. En quart, contre le modeste Vietnam, qui pointe à la 142e place du classement FIFA, l'Irak l'emporte 2-0 et file en demi-finale, où les attendent l'un des favoris de la compétition, la Corée du Sud, participante lors des 6 dernières Coupes du Monde. À Kuala Lumpur, en Malaisie, l'Irak résiste tant bien que mal face aux assauts coréens, se procure même quelques occasions mais le score reste vierge jusqu'à la 120e minute de la rencontre. Tout le pays retient son souffle, les Irakiens ne ratent pas un seul penalty tandis que leur gardien, Nour Sabri, arrête l'avant-dernier penalty coréen. And the team, which many say is succeeding where the politicians are failing by uniting a country, is now just 1 win away from the ultimate prize. Au bout de la nuit, au bout du suspense, l'Irak se qualifie pour sa première finale dans la compétition. Mais comme si le bonheur avait un prix dans un pays meurtri, la nuit va tourner au calvaire pour les fans irakiens qui fêtent la victoire de leurs protégés. Sur fond de guerre civile et de conflits communautaires, 2 attentats frappent la capitale irakienne au cours de la nuit, alors que des milliers de supporters sont de sortie pour célébrer la victoire de leur équipe. We start crying like we are trying to make them happy and they just get killed. Les larmes de joie depuis Kuala Lumpur baignent dans le sang des 50 victimes et dizaines d'autres blessés. Les joueurs irakiens décident quand même de jouer la finale pour représenter leur pays, une grande partie des joueurs ayant déjà perdu un ou plusieurs membres de leur famille depuis le début de la guerre. En face, l'Arabie Saoudite, vainqueur du double champion en titre japonais, est grande favorite pour cette finale. À Jakarta, devant 60 000 personnes, la rencontre est serrée, l'Irak se procure quelques occasions et verrouille derrière, la défense irakienne qui n'a pas encaissé un seul but depuis plus de 3 matchs. En deuxième mi-temps, à la 72e minute, l'Irak obtient un corner intéressant, après un bon travail de son capitaine, l'emblématique Younis Mahmoud. Les Irakiens inscrivent le seul et unique but de la rencontre grâce à leur capitaine. Ils sont sacrés champions d'Asie pour la première fois de leur histoire. Le peuple fête la victoire dans la rue de Bagdad, malgré les appels au calme. L'euphorie est totale et vient récompenser le courage et la bravoure d'une équipe qui a eu quelques jours à peine pour préparer la compétition autour de son mentor, le fantasque brésilien Jorvan Vieira. En pleine guerre, l'Irak s'unit pendant quelques heures, des rafales sont tirées vers le ciel. L'émotion est partout dans un pays qui souffre depuis trop longtemps et va vibrer pendant seulement quelques minutes. Au milieu du ciel nuageux de Bagdad, l'éclaircie du Jakarta fait briller un pays resté dans l'ombre pour le plus grand plaisir de ses supporters et la fierté de tous ses joueurs. L'Irak scintille comme une étoile filante car pendant quelques instants au moins, le football a éclipsé la guerre.